Bonne nouvelle les amis, vous êtes plusieurs à avoir ressenti les bénéfices du Theta Healing. Donc merci pour votre engouement, c'est une expérience extraordinaire que je vis avec vous au cours de chaque séance, donc merci, un grand merci. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Theta Healing, c'est une pratique de reprogrammation des croyances subconscientes restrictives qui vous empêche d'atteindre vos objectifs en matière de santé, de réussite, de finances, d'amour. Et grâce à l'onde Theta, le participant peut identifier et changer les croyances susceptibles de se trouver dans son subconscient au niveau de sa génétique, de son histoire et de son âme. Alors je ne pratique plus les sessions à prix libre, cela dit, je pratique 3 tarifs différents pour vraiment permettre à tout le monde de bénéficier de ce soin absolument extraordinaire. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr ? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois ? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invité est triple champion du monde, 7 fois champion de France et 3 fois d'Europe de boxe française. Il est aussi un entrepreneur qui partage son approche du leadership avec son entreprise Nokefa, qui accompagne des professionnels, des étudiants et des dirigeants pour booster leurs impacts, compétences et potentiels via des formations, conférences et coaching. Enoch a une approche différente dans la mesure où sa pratique sportive se fait toujours en conscience des besoins de son corps et de son mental, et son leadership est toujours collectif. C'est par ailleurs un personnage très sympathique et tellement engageant qu'il emmène les gens avec lui. Je n'avais pas prévu de faire un cours de yoga dans une salle de 40 degrés, mais allons-y, puisqu'on y est. Salut Enoch. Salut Anaïs. Alors, dans cet épisode, j'aimerais beaucoup qu'on remette un peu en question toutes ces croyances dans le sport, qui sont parfois à côté de la plaque, notamment les no pain, no gain, suffer the pain of discipline, or the pain of regret. Enfin bon, voilà, cette notion en fait de souffrance et d'objectif à performance, surtout dans le milieu sportif professionnel. Donc on va voir tout ça, mais avant j'aimerais bien quand même connaître ton histoire, savoir comment t'en es arrivé à ce parcours sportif et professionnel, comment tu es arrivé à créer ta propre entreprise et à devenir un champion. Alors parle-nous un peu de toi, ton enfance, adolescence, des perceptions aussi que tu as pu faire évoluer en toi jusqu'à présent. Enoch, qui es-tu ? Je suis du coup Enoch. Alors en général quand on dit qui es-tu, c'est à travers des traits de caractère ou une vision. Moi je vais vraiment me présenter par rapport à ma vision. Moi je suis quelqu'un qui suis persuadé qu'en fait l'humain a un potentiel illimité. Mon parcours en est une preuve. Et aujourd'hui, j'ai décidé vraiment d'incarner le champ des possibles qu'on peut ouvrir pour créer de la valeur en gardant nos valeurs. Et j'ai vraiment à cœur de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes aujourd'hui qui puissent se réaliser. Dans un monde où aujourd'hui la partie matérielle a pris une importance, de faire en sorte que nous, on se remette dans une position où on est encore plus important que ce matériel et de se dire que dans les rounds de notre vie, on n'est pas là juste pour consommer, on est là pour impacter. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser tout ce qui était autour du sport, du mouvement, pour amener les gens à expérimenter par leur corps toutes ces notions-là. Parce que j'ai eu un parcours scolaire où j'ai vu c'était quoi être assis et avoir à écouter. Et je crée maintenant des parcours dans lesquels je vois la différence entre être assis et écouter et expérimenter quelque chose. Et je vois que les gens retiennent mieux quand ils expérimentent. J'ai mieux retenu en expérimentant. Donc voilà qui je suis, je suis quelqu'un qui suis animé par ma mission de vie, qui est d'amener les gens à se révéler, créer de la valeur en gardant leurs valeurs, en utilisant les valeurs du sport et notamment l'art de la boxe. Génial. Alors écoute Enoch, première question, c'est quoi pour toi le surpassement ?
Et comment tu perçois cette notion et comment tu la remets en question à la fois dans l'entrepreneuriat et dans le sport professionnel? En fait, le surpassement, moi, je le vois un peu comme le papillon qui, à un moment, mue pour pouvoir déployer ses ailes. On est constamment, en fait, dans des cycles où la vie nous demande de déployer nos ailes et de repartir aussi dans une autre période où, justement, on va les replier, se remettre dans notre cocon pour avoir des ailes encore plus grandes et prendre plus de hauteur sur les choses et prendre notre envol. Donc ça a été traduit par rapport à notre culture peut-être judéo-chrétienne ou même à la culture du labeur qu'il peut y avoir partout dans les trois quarts de la planète. Il faut savoir que les gens travaillent et il y a des mots comme le surpassement qui sont arrivés alors que on est vraiment dans quelque chose de naturel, à savoir on a des cycles qui consistent à un, revenir à l'intérieur de soi et deux, prendre de la hauteur, déployer ses ailes revenir à l'intérieur de soi, déployer ses ailes. Donc le surpassement pour moi c'est ça, c'est ce cycle qui consiste à dire j'alterne entre le rendez-vous avec moi-même et le fait de prendre la hauteur sur les choses pour pouvoir les dépasser, aller au-delà des limites qui sont à chaque fois là parce que notre maximum d'aujourd'hui c'est notre minimum de demain. C'est comme ça qu'en fait un être humain évolue. Après ce surpassement-là, pour moi, ça m'évoque quelque chose d'assez laborieux, alors que pour moi, ça devrait être quelque chose de naturel et d'autres mots pourraient le remplacer très facilement. Alors justement, ça me fait penser à une question que je voulais te poser, parce que dans cette notion de surpassement, parfois on a quelque chose d'assez violent, et notamment, ouais, bon, moi j'ai fait 10 ans de tennis en compétition, donc je sais ce que c'est que de vraiment d'aller au-delà de la fatigue, d'aller au-delà des limites qu'on se met dans la tête lors d'un match ou lors d'un entraînement. Et alors je me suis rendu compte au bout d'un moment que du coup j'avais la croyance que c'était jamais assez bien en fait, que le lendemain je devais toujours faire mieux, que dès que je gagnais un match, oui ok c'est bien mais la prochaine fois du coup faudra faire mieux, et puis là telle technique pour l'adversaire, etc. Qui m'a amené à une conclusion de: est-ce que le sport en compétition, c'est épanouissant de ce point de vue-là? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, là, c'est ce que tu décris, c'est vraiment quelque chose qui peut être l'une des maladies qu'on a, c'est de ne pas vivre les choses au présent et de ne pas célébrer. Tu viens de terminer un match de tennis, voici ce qu'il y a à célébrer, tu es dans ton match, tu en sors, dans cette partie où tu sors, tu célèbres ne serait-ce que le fait d'avoir été présent et d'avoir tout tenté. Ensuite, il y a une autre phase qu'on appelle la phase du bilan, de l'évaluation. Mais déjà être dans le bilan alors qu'on est juste dans la phase où normalement on est censé célébrer, savourer, c'est l'une des maladies qu'on a et on voit qu'aujourd'hui en entreprise, même dans nos familles, les gens sont là, ils sont déjà dans la peur de ce qui va se produire après. Et du coup, on laisse passer notre vie au lieu de passer le temps à vivre notre vie, quoi. Donc, moi, ce que j'en pense, en fait, de ce rapport à la compétition, c'est que il faut ramener les personnes à comprendre qu'au-delà de la performance, il faut qu'il y ait du sens. De faire en sorte qu'à chaque fois que je fais quelque chose, dès que tu es dans le présent, tu es déjà dans le futur. Donc, plus je vais me rassembler dans le présent, et plus je vais pouvoir améliorer les choses, de sorte à ce que cette règle qui consiste à mieux faire nous rassure, et qu'on puisse se dire, là, on vient de terminer un match, savourons ce match, célébrons. Là, on est dans la partie bilan, on analyse, mais dans l'analyse, on est présent dans l'analyse, on n'est pas dans la peur de ce qui va se passer dans le futur. Et comme notre règle, c'est qu'on fait tout le temps au mieux, ça ne devient plus une pression, ça devient vraiment un bonheur, ça devient naturel. Donc ce rapport à la compétition, elle est faussée. C'est ce qui fait que pas mal de personnes tombent en dépression, en burn-out, deviennent négatives, pessimistes, se disent que ça va mal quand il y a une chose qui s'est mal passée et oublient tout ce qui a pu se passer. Les 100 autres choses sont bien passées parce que cette notion de la performance, souvent, elle est en lien avec l'extérieur, avec l'autre. Elle n'est pas en lien avec soi. Et on doit revenir à soi, revenir à la quête de sens pour que entre les deux, les objectifs qui nous permettent de performer soient que des balises et pas du tout les buts à atteindre. C'est pas les destinations finales du tout. Le fait de savourer chaque process, c'est quelque chose qui revient souvent, mais dans tous les domaines de la vie. C'est pas seulement dans le sport, c'est vraiment cet élan vital
où on parlait du plaisir hors antenne, et c'est pas le plaisir immédiat, c'est ce plaisir de chaque étape, des choses bien faites, en fait, d'être minutieux dans ce qu'on fait, tout en étant bienveillant pour soi et pour les autres. Alors, cette notion de la bienveillance dans le sport, comment toi tu l'intègres? Moi, je l'intègre à partir du moment où, quand un coach, par exemple, voit une personne qui arrive et arrive à détecter son potentiel, je vois de la bienveillance dedans. De se dire qu'en fait, je ne m'arrête pas aux limites, j'attends pas que la personne soit déjà forte, forgée, performante. Non, je vais miser sur un potentiel et là, je trouve ça bienveillant. Quand j'arrive à faire en sorte que la personne puisse se révéler, donc d'aller au-delà de ses échecs, vu que le sport, c'est ni plus ni moins que d'aller d'échec en échec pour augmenter son niveau d'apprentissage, pour arriver à des victoires. Et ben du coup, là, je vois la bienveillance. La partie bienveillante aussi, elle peut un peu... alors ce que je vais dire va pas forcément plaire. À partir du moment où j'augmente les capacités d'une personne à aller au-delà de la douleur, là où ça fait mal à quelqu'un, lui, ça lui fait du bien. C'est ce qui fait la différence entre un champion et on va dire un sportif du dimanche. C'est aussi une manière d'être bienveillant. Pourquoi? Parce que j'augmente, le sport permet d'augmenter en fait sa capacité à, à accepter ce que d'autres appellent la douleur. Nous, on va faire de cette douleur et de cet inconfort un moyen de s'élever. Et donc ça devient bienveillant. Donc voilà comment je vois moi la bienveillance dans le sport. Ça me fait penser à... C'est toujours, enfin dans tous les sports et dans tous les domaines de la vie, c'est trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Trouver le confort dans l'inconfort. Ça me rappelle mes premiers cours de plongée. Pour pouvoir couler, il faut expirer plus que ce que tu inspires. Sachant que tu es sous l'eau, donc tu as un peu l'impression de te noyer. Et il faut vraiment accepter ce côté désagréable, de surpasser en fait ce côté désagréable pour pouvoir aller en bas, parce que c'est l'objectif. Jusqu'au moment où je me suis dit, plutôt que voilà, d'essayer de surpasser ou quoi, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a de confortable dans cette sensation. Et là, je me suis dit, c'est le fait de faire de la place. En fait, faire de la place dans le corps. Tu vois, le fait de tout expirer, plus que ce que tu inspires, forcément, tu fais de la place dans ton corps. Et j'ai trouvé quelque chose d'agréable. Mais bon, au bout de plusieurs, évidemment, plusieurs sessions de plongée. Mais ça, dans l'entrepreneuriat, comment ça se concrétise? Cet inconfort, ce confort dans l'inconfort. Que ce soit les chiffres, la rentabilité, etc. Dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est un peu comme sur un ring de boxe, et c'est aussi cette notion que tu abordes de confort dans l'inconfort, c'est que les choses les plus magnifiques naissent du chaos. Bon, on voit déjà que la création de la Terre, on te parle de Big Bang, on te parle d'explosion, de faire exploser les choses, faire jaillir un potentiel, c'est cette notion de confort dans l'inconfort, de créer des choses magnifiques à partir du chaos, c'est la vie en fait. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, c'est par le fait de passer par le désordre, la déconstruction, qu'on arrive à reconstruire des choses nouvelles, et non pas en essayant de garder ce qui marchait dans un cycle précédent. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un choc un peu de perception du monde entre ceux qui sont dans un désir de c'est mieux avant, de vouloir préserver les choses en se disant on va faire comme ça marchait hier, et d'autres qui disent non, il faut qu'on fasse sauter le système, il faut qu'on fasse sauter ce type d'organisation. Aujourd'hui, il faut impliquer ses équipes, il faut partager une vision, et on n'est plus dans quelque chose d'industriel où chacun vient, tu sonnes, tu fais sonner, tu sonnes l'alarme et puis chacun rentre dans son secteur ou quoi aux caisses. Aujourd'hui, c'est du chaos que naît les choses extraordinaires. Et on le voit. Donc, à partir de ce moment où on a compris ça, quand tu entreprends, tu pars du principe que ce sont tes principes qui vont faire la différence, ta vision, et que entre les deux, tu auras beau planifier, il ne se passera jamais tout ce que tu auras prévu. Tu auras beau avoir un business plan sur 3 ans, il ne se passera pas ce qu'il y a sur ton business plan. Il y aura des ajustements permanents à faire, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Donc voilà, entreprendre, c'est pas un métier, c'est un état d'esprit. Une femme entreprend par nature, femme et entreprendre, c'est un pléonasme. Un être humain qui grandit
entreprendre parce qu'il part d'un point A à un point B, et grandir, ça n'a jamais été confortable. Mais ça le devient quand on a un but, qu'on a une vision qui est claire, qu'on a des principes qui nous animent. Ça me permet d'aller au-delà de tous les inconforts, les douleurs et tous les chaos qu'on peut se prendre. Oui, ce que tu dis, ça me fait penser à ce dont on parlait sur ces croyances qu'il y a autour des jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus travailler, et puis ils sont super flemmards, et là. Mais en fait, c'est qu'ils partagent plus cette vision obsolète du monde d'avant, où effectivement, on n'impliquait pas vraiment ses employés, où on partageait pas une vision commune, on n'avait pas un but commun, et donc pas un pourquoi qui est fort. Et donc, forcément, il y a une vraie démotivation, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, les jeunes, ils veulent pas travailler pour consommer. Ils veulent pas travailler pour consommer plus, pour avoir plus de confort matériel, une grande maison, deux voitures, un chien, une famille. Non, ça pour eux, ça veut dire je m'enterre vivant. Donc eux, dans leur tête, c'est vraiment de savoir pourquoi je fais ça et pourquoi je partage cette vision. C'est quelque chose que tu prônes aussi dans tes coachings. Alors oui, après, il faut qu'on voit de quel type de jeunes on parle. Là, on n'est plus du tout à l'époque de la guerre ou des potentielles guerres qui peuvent arriver comme ça. Donc, on a un groupe de jeunes qui sont vraiment en quête de sens et qui se disent, voilà, si je m'engage et j'engage mon temps et mes compétences là-dedans, c'est pourquoi. Et pourquoi je prenais l'exemple de la guerre et des périodes difficiles, c'est qu'une fois qu'on n'est pas dans ces périodes de conflit, on crée aussi des personnes qui veulent des raccourcis. C'est-à-dire qu'on a aussi une catégorie de jeunes qui veulent des raccourcis et qui veulent du résultat sans forcément les efforts pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que le système de méritocratie ne fonctionne plus. On est dans une époque où quelqu'un qui a plus de likes va peut-être être plus valorisé que quelqu'un qui a plus de compétences. Donc, on a différents types de jeunes et c'est vrai qu'il arrive sur le marché des personnes qui n'ont plus ce fantasme de rester 30 ou 40 ans dans la même boîte, qui se disent, moi, si je bosse, il faut que ce soit pour quelque chose. Et des fois, c'est souvent plus que pour des raisons liées à l'argent. Alors, sauf dans les pays où c'est l'argent qui domine. Parce que dans beaucoup de pays, il faut de l'argent pour payer son mariage, pour pouvoir ne serait-ce qu'être épousable. Il faut... La question qu'on te pose souvent, et notamment dans beaucoup de pays développés, c'est combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais. Donc le rapport à l'argent, il est là, mais on a beaucoup aussi dans des pays comme le nôtre, des jeunes qui cherchent du sens, et on a toute une nouvelle génération qui, eux, dans l'excès de confort, veulent des résultats sans passer par les étapes. Ils ne sont pas du tout dans la dynamique de méritocratie qui peut être distillée dans le sport, dans la cuisine, dans tous ces arts qui nous font passer par des stades naturels. Quand tu travailles dans la nature, en lien avec la nature, dans le secteur agricole par exemple, tu sais très bien que tu récoltes pas de fruits si tu n'as pas ne serait-ce que planté une graine, essuyer ne serait-ce que les saisons, les temps, et chanter. Chanter, donner les bonnes intentions. Et ça, aujourd'hui, ça se perd dans un monde qui est urbanisé. Ce rapport naturel nous éloigne des principes naturels, c'est-à-dire, je veux obtenir quelque chose, je veux obtenir des fruits, il faut que je sème, il faut que j'aime, il faut que j'anime ce qui se passe. Là, il y a tout un groupe et toute une population, notamment de jeunes, qui oublient ça. Donc oui, il y a ceux qui sont en quête de sens et il y a ceux aussi qui veulent les raccourcis. On est dans la génération du sans-engagement. Et du rapide. Et du rapide. Vous allez dans une salle de sport, vous voyez, les gens préfèrent payer cher sans engagement au lieu de payer un engagement de 12 mois. Aujourd'hui, vous voyez même dans les relations de couple, on préfère du sans-engagement à l'engagement. D'ailleurs, les gens ne voient même plus l'utilité même de s'engager. Donc voilà, donc ça se voit et aujourd'hui c'est l'entreprise qui devient le lieu principal d'éducation. Les profs ont perdu leur autorité, il n'y a plus la messe le dimanche, famille monoparentale, 2 heures de sport par semaine, pas de service militaire. Donc on a une génération de jeunes qui se cherchent énormément, d'autres qui ont été utilisés dans des stages gratuits et qui savent c'est quoi le labeur pour exister, et d'autres qui ne sont pas du tout dans ce truc-là, ils sont plus dans le bon, j'ai un statut, j'ai des likes, je représente ça, donc je veux le raccourcir. Alors justement, on revient un peu sur cette notion d'effort avec cette notion de raccourci. Donc la discipline, elle est différente de la motivation. La motivation, c'est l'envie de faire les choses. Et la discipline, c'est faire ces choses même quand on n'en a pas envie. Afin d'avoir une régularité. Mais il faut quand même de la
motivation pour avoir cette discipline, c'est-à-dire se booster même quand on n'en a pas réellement envie, que ça soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Comment toi, tu intègres ces notions dans tes coachings pour pouvoir avoir de la discipline? Pour moi, ces deux notions sont des leurres. C'est des leurres à partir du moment où il manque la composante de base, c'est le pourquoi. Aujourd'hui, je peux être le plus discipliné possible. Si j'entame un voyage et que je n'ai pas la destination, aussi discipliné que je suis, aussi motivé, parce que la motivation vient souvent par cycle, alors que la discipline, c'est souvent un état d'esprit qu'on peut adopter à un moment de notre vie ou qu'on peut avoir de manière acquise parce que c'est dans notre trait de personnalité. Mais ces deux notions-là, oui, être discipliné, être motivé, mais à quoi? Pourquoi? Et si la question à ce pourquoi, elle n'est pas résolue, à partir d'un moment, ce sera des efforts subis et pas des efforts choisis. Et on voit, exemple, quand une personne va faire du sport, elle se sent plus en forme parce qu'elle a fait un effort choisi. Quand une personne va au boulot et qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait, elle est cassée en deux, même si elle est restée sur sa chaise, elle est fatiguée, elle a mal au corps, elle a mal à la tête, elle déploie des maladies modernes parce qu'elle a fait un effort subi. Et elle a beau être disciplinée, elle a beau avoir été motivée par cycle, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve soit déprimée, elle se retrouve en burn-out et toutes les maladies modernes qu'on peut avoir. Donc la discipline, la motivation, ce sont les plus belles arnaques aujourd'hui qu'on nous vend pour pouvoir faire croire aux personnes pour pouvoir faire culpabiliser les personnes. Si tu as un pourquoi qui est clair, la discipline en général va être plus facile à enclencher. Après, tu vas devoir bien sûr trouver un bon environnement. Et dans les coachings, justement, je remets ça un peu dans l'ordre. De dire, mais concrètement, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui t'anime? Déjà, pour quelle raison même tu as de la gratitude? Pour quelle raison, en fait, tu te lèves? Tu veux contribuer à quoi? Toutes ces questions-là, c'est pas à l'école qu'on va te les poser. Non. Dans les familles, il y a des familles qui les posent et d'autres non. Et une fois qu'on arrive à ça, ok, les rituels, c'est quoi? Quelles sont les règles clés qui vont sous-tendre tes décisions? Comment tu vas du coup planifier tes priorités? Quelles sont les compétences que tu vas développer pour pouvoir être en phase avec celui ou celle que tu veux devenir? Et ça arrive au 3e niveau. Tu vois? Mais le pourquoi d'abord. Ouais. Donc discipline, motivation, tous ces trucs, hustler, travailler, nanana, attention, no pain, no gain, tout ça. Ouais, mais pourquoi? D'ailleurs, dans le sport, bon, sans être un champion, mais parfois on le fait simplement pour améliorer son allure physique ou pour plaire. Quels sont les vrais pourquoi pour toi dans le sport? Les vrais pourquoi dépendent des individus. Vous prenez quelqu'un qui vient d'Asie ou qui vient de Russie, qui vient d'Afrique, son pourquoi ça va être de s'offrir une vie meilleure. Qui vient d'un bas-fond, d'un ghetto aux États-Unis ou en Angleterre, ce sera avoir une vie meilleure en espérant que ces conditions en termes de notoriété lui permettent d'avoir un tremplin social. Vous avez d'autres personnes qui n'ont pas du tout besoin qu'il y ait des objectifs ou des championnats à remporter pour pouvoir mettre le sport au cœur de leur vie. Eux, ils bâtissent ce que j'appelle leur victoire intérieure, c'est-à-dire que ils vont se mettre au sport parce qu'ils vont libérer leur capacité à créer, à se transformer, à dominer en fait des pulsions, des émotions. Ça va être un exutoire, ça va être vraiment un rendez-vous pris avec soi-même pour pouvoir mieux faire face aux défis de la journée, du quotidien. J'arrive, je suis une mère, je suis un père, je prends rendez-vous avec moi-même, j'ai réussi à surpasser la douleur d'un gainage le matin toute seule dans mon coin et je vais aller m'occuper de mes gamins. Je vais y faire face parce que je sais mon corps a engrammé et a enregistré le fait que je suis capable d'aller au-delà de certaines douleurs et ça va se ressentir dans les autres sphères de ma vie. Et donc, il y a cette catégorie de personnes qui font ce sport-là. Et aussi, il y a l'autre catégorie de personnes, post-Covid, on a vu que des personnes sont mises à faire des footings. À prendre conscience du fait que la santé, c'est un luxe, ça s'entretient. Et que grâce au sport, je peux faire circuler des émotions. Tout à l'heure, on en parlait hors antenne.
Quand tu es que dans la tête, tu bloques des émotions et puis quand ça se déclenche, ça se déclenche très fort. Et au lieu de soigner le corps et de soigner ou de guérir ou de faire circuler l'émotion, on va te donner des médicaments. Ouais. Et post-Covid, les gens ont compris, en fait. Et les gens ont commencé à assimiler qu'il fallait se mettre en mouvement. Il fallait permettre au corps de faire circuler les choses, le sang circule, les émotions aussi doivent circuler. Et donc ils se sont mis au sport. Mais pas le sport performance, pas le sport Jeux Olympiques, mais le sport pour être champion de son quotidien, pour être champion de sa propre vie, pour diminuer l'adversité extérieure, pouvoir ne serait-ce que se dire « Waouh, j'ai un cœur qui bat, j'ai un corps qui existe ». Et oui, la notion de mouvement dans la vie, elle est primordiale. E-motion d'ailleurs, c'est l'e-motion, elle est censée circuler. Et si on la garde dans le corps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, elle s'imprime dans le corps et puis vraiment elle nous rend malade si on la libère pas. Et c'est vrai que le sport est un super bon moyen, notamment pour la colère. Quand on est triste, c'est vrai qu'on on est un peu moins motivé peut-être à faire du sport, quoique parfois la tristesse se transforme en colère, donc ça nous donne l'impulse pour aller faire un running ou autre. Mais c'est vrai que moi je sais que quand je ressens de la colère, faire du sport, ça la libère, quoi. Là, c'est un moyen super sain de libérer l'émotion plutôt que de la projeter sur quelqu'un et donc de faire du mal et d'avoir des conséquences plus dramatiques. Donc, c'est quoi pour toi le sport en pleine conscience et est-ce que la douceur a sa place dans ce milieu? Alors le sport en pleine conscience, par exemple, moi je fais les entraînements sans musique. C'est mon moment de méditation en mouvement. Le sport en pleine conscience, c'est par exemple, je vais faire une série d'exercices de gainage et je vais me répéter des phrases du type, voilà, je fais de mon mieux, là j'ai repoussé mes limites, allez, je relâche dans l'inconfort, je vais faire du sport en pleine conscience. Je vais le faire en phase avec une pleine prise de possession de mon corps au niveau de la respiration, au niveau de la concentration que je vais mettre. Ouais, je suis en pleine conscience. Voilà, je suis pas en fait bercé par une musique avec mon coach de fitness qui est là, youhou, allez, 1, 2, 3. Et puis tu es là en fait, tu es comme à l'usine du sport, avec quelqu'un qui te dit de respecter des temps, qui te dit quoi faire, comme si tu étais dans ta boîte, bon, tu as transpiré, tout comme quand tu étais dans ta boîte aussi, tu as transpiré, mais d'une autre manière. Ça, pour moi, c'est différent du sport en pleine conscience. Après, pour l'autre question sur la douceur, tout à l'heure, je parlais de cycle. On a le phénomène de surcompensation quand tu t'entraînes, où on voit qu'il y a des cycles où, quand tu es au pic de ta forme, il faut que tu puisses modérer et bien analyser. Quand tu es au creux de ta forme, que tu puisses vraiment jauger et doser tes efforts pour pas qu'il y ait du surentraînement. Oui. Et donc, pour être dans la courbe de progression, tu dois avoir des phases dans lesquelles tu rencontres la douceur, c'est-à-dire le rendez-vous avec toi-même, tu te soignes, tu te reposes, tu appuies sur pause, tu te recrées, tu as des phases de recréation et pas de récréation, et c'est dans ce chapeau-là, dans toutes ces choses-là que je mettrais dans le chapeau de la douceur, dans des phases où tu appuies sur pause, tu te soignes. Le lien avec la traumatologie est très 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 important, de se dire voilà, là je soigne au fur et à mesure, j'attends pas qu'il y ait une grosse blessure pour m'occuper de moi. Voilà. Donc oui, la douceur dans les cycles de progrès qu'il y a dans le sport, parce que c'est des cycles, tout comme la motivation dont on parlait, a tout à fait sa place, et dedans il y a ces temps de pause, de recréation, de soins vis-à-vis de soi-même. Il y a toutes ces notions-là. Donc oui, la douceur a sa place. D'ailleurs, tu me disais, toi, en antenne, que quand tu t'entraînais pour la boxe, parfois tu t'entraînais pas, ou enfin tu choisissais tes moments d'entraînement que tu faisais de manière très efficace, et on te le faisait remarquer, tu t'entraînes pas assez. Alors, parle-nous de toi, de ton expérience justement dans cette dynamique de respect de ton corps. En fait, la boxe, tout comme n'importe quel sport, ça fait partie de ma vie, mais c'est pas ma vie. Donc l'entraînement a lieu tout le temps. Par exemple, je pouvais m'entraîner en allant en cours. Je voulais augmenter mon focus et ma concentration, parce qu'en boxe, il faut une fraction de seconde pour que le cours d'un combat change. Je mettais 10 minutes, mon chrono, je veillais à faire en sorte que je sois le plus concentré possible pendant 10 minutes.
Mais ça faisait partie de mon entraînement. C'était d'abord, avant d'être un bon boxeur ou d'être un bon sportif, il fallait que je sois un bon homme, un bon homme, un bon homme. Et donc, du coup, le fait de le faire que dans une salle de sport, c'était très restreint pour moi. L'entraînement continue aussi à l'extérieur, dans mon comportement, dans ma manière de m'alimenter, dans ma manière de respirer. C'est ça. Donc, le fait de croire qu'en m'entraînant 6-7 heures par jour, en faisant plus, ça allait ramener du mieux, c'est un leurre. Et aujourd'hui, on le voit. Donc, j'ai commencé à déployer des techniques d'entraînement où je combinais ce qui était essentiel pour pouvoir avoir un équilibre entre mes entraînements, le fait de pouvoir bosser, le fait de pouvoir aller en cours, de développer mon association et d'avoir aussi quand même un peu de vie sociale. Ouais, c'est super, c'est ce dont on parlait, même, je disais que même un musicien qui est passionné de son instrument de musique, lui aussi, il a besoin de faire autre chose. Parce que le cerveau, il est multipotentiel, il a besoin de tester à tout. Ne pas oublier notre âme d'enfant qui fait plein de choses. L'enfant, lui, il pense pas à juste à faire qu'une seule chose, il fait des multiples de choses dans une journée. Et c'est vraiment important cette notion-là de pas s'enfermer dans une obsession. Et c'est marrant parce que, tu vois, moi là je l'expérimente avec l'entrepreneuriat, l'ONG, etc. Et parfois je me retrouve un peu être dans cette obsession. Je me dis, mais vu que j'ai pu faire des thérapies, etc., comprendre un peu cette notion-là, je me reviens tout de suite à, attention là t'es dans l'obsession. Lâche un coup, va faire un hammam. Donc ouais, non, c'est super important et ça nous montre que c'est possible dans le sport, d'avoir une pratique sportive et d'être champion quand même, un champion du monde, 3 fois champion du monde quand même, c'est une sacrée claque, tout en étant bienveillant et d'être dans la douceur et d'éviter ce sport-spectacle qui nous consume. Alors justement, comment aujourd'hui on sait que le sport professionnel à très haut niveau ne respecte pas toujours l'humain, que ça soit en termes de rythme biologique, d'heures d'entraînement, de dopage même, ça c'est un sujet très très sérieux, pour lequel on n'en parle pas assez, hein. Il y a tellement d'argent en jeu sur par exemple les grands chelems, qu'on nous ment en permanence au sujet des contrôles de dopage effectués sur les sportifs de haut niveau. Donc comment dans ce milieu sportif, spectacle, on peut arriver à pratiquer le sport en conscience? Comment on peut faire changer ça? Alors, pour développer le sport en conscience, ça voudrait dire qu'on est dans une dynamique où ce serait vraiment le potentiel humain, le fait de mieux vivre. On n'est pas dans une dynamique où la performance est le premier facteur clé de réussite. Mais il faut juste revenir aussi à une chose. Pourquoi il y a eu, par exemple, les Jeux Olympiques? Pourquoi il y a ces sports et ces championnats du monde? Il y a des enjeux au-delà même de l'économique, c'est une manière pacifique de faire la guerre. C'est une manière de représenter des États, t'es derrière un drapeau, pourquoi on voit des chefs d'État qui se déplacent et des entreprises qui se mobilisent. Donc quand je suis athlète, je sais que je rentre dans un rouage où ce qui va intéresser les gens, ça va pas être le côté prise de conscience, les valeurs et ainsi de suite. Il va falloir qu'en tout cas il y ait ça, mais qu'il y ait de la performance qui va servir à nourrir tout ce pourquoi ça a été créé, ces championnats. Ces grands chelems, ces grandes organisations ont un but qui nous dépasse et qui ne mettent pas l'humain au cœur. Ça n'a jamais eu pour ambition de mettre l'être humain, de révéler le bien-être de l'être humain. C'est pas pour ça qu'on a créé les compétitions sportives à haut niveau. Mais non. Voilà, sinon le sport féminin serait aussi bien payé que le sport masculin, les paralympiques, non. Donc, à partir du moment, il faut juste regarder la réalité en face et se poser la question encore, pourquoi ça existe? Qui est le payeur de ça? Et quand il paye, c'est pourquoi? Et à partir de ça, j'accepte ou non de participer en fait à cette dynamique-là. Mais quand tu fais une compétition face à un Colombien, face à un Nigérian, face à un Chinois, ils sont dans le sport, mais pour des raisons qui sont totalement différentes. Et il y a toute une organisation derrière à prendre en compte qui nous rappelle à quel point, en fait, c'est une compétition. À titre individuel, les personnes ont pour motivation de sortir de leur état de pauvreté, état social, d'être reconnus. Donc, ils vont porter un drapeau. Ce drapeau, ce sont
un État, une organisation et des entreprises qui sont derrière, avec des enjeux qui sont différents de la personne qui veut juste sortir de sa situation. Donc, il faut juste éduquer les personnes pour qu'elles puissent choisir. Est-ce que je participe à ça? Et elles auraient tout à fait raison d'y participer si elles ont leur raison, ou pas. Mais le fait de se leurrer, de se dire mais pourquoi le sport s'occupe pas assez bien du bien-être, mais c'est pas du tout sa vocation à la base. Le sport business n'a pas comme vocation de faire du bien et de créer un pays en meilleure santé. C'est pas du tout ça. Ça, c'est plus les clubs, c'est plus les choses qui sont vraiment moins médiatisées. Mais aussi, il y a toute une industrie aussi qui développe autour. Aujourd'hui, on voit des salles avec des concepts vraiment de prise de conscience, de sport en conscience qui existent, mais on ne les voit pas à un niveau international. Bah non. Mais bon, moi je trouve qu'aujourd'hui, le milieu du sport est quand même amené à faire sa grande révolution. On l'a bien vu avec les JO en Chine où ils ont mis des canons à neige dans un désert, il fait hyper chaud, les clims pour la Coupe du Monde au Qatar, enfin bon, la façon dont le stade a été construit. Et alors bon, en politique, on a beaucoup de politiciens qui vont dire laissez les sportifs s'occuper de leur sport et laissez-nous gérer les problèmes politiques. Et alors là, je trouve que c'est vraiment dévaloriser le sportif, comme s'il n'avait pas le droit d'avoir un cerveau et de réfléchir à ce qu'il fait et ce à quoi il participe. Bon, c'est extrêmement dévalorisant pour le sportif. Et en plus, ça permet pas du tout vraiment de prendre conscience des enjeux qu'il peut y avoir derrière ces grandes compétitions internationales. Et on voit de plus en plus de sportifs de haut niveau faire boycott. On voit de plus en plus justement de sportifs qui veulent sortir de ce monde-là parce qu'ils en ont marre en fait d'être dopés, d'être contrôlés en permanence, d'être un soldat en fait. Tu parlais du fait de faire la guerre de manière pacifique. Bah, finalement, je suis qui? Je suis le bon petit soldat de mon pays. Et ça, ce sont des choses qui sont amenées à être remises en question. Est-ce que toi, tu es témoin de ça aussi, à ton échelle? Oui, témoin extérieur, parce que j'aime bien analyser les situations. Si on prend exemple les championnats du monde au Qatar, c'était un peu limite une hérésie de demander à des sportifs de s'impliquer une fois après que les institutions aient choisi elles-mêmes le Qatar pour organiser. Tu choisis, après une fois que vous avez bien partagé tout ce qu'il y a à partager, tu demandes à des personnes qui sont au bout de la chaîne, parce que le sportif est au bout de la chaîne, de prendre position, de mettre des trucs pour des symboles de lutte pour tel ou tel droit de l'homme et tout. Mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Son rôle, dans ce cas-là, tu l'inclus dans les choix des pays qui organisent en amont, et ensuite, du coup, son rôle est tout à fait légitime après. Mais quand tu fais ça, moi, en tout cas, quand je prends du recul, je dis, mais on se moque de moi. C'est-à-dire qu'on vient nous diviser autour de quelque chose qui devrait nous rassembler, c'est-à-dire une fête sportive, derrière lesquelles, des fois, pour lesquelles derrière, on arrive à se réunir derrière un drapeau. Mais là, on n'y arrive plus. L'autre, il va dire, oui, mais attends, un truc LGBT++, enfin tout ça, là. Non, mais en fait, non. Il y a une célébration sportive qui doit nous rassembler autour de valeurs communes. Tout ce qui est partie politique, c'est en amont. Donc, soit on change d'organisation et on implique toutes les personnes qui ont un mot à dire, les spectateurs, les sportifs, tout ça. Ou soit, à partir d'un moment, on lâche la grappe aux personnes. Je suis spectateur. J'ai pas à demander à un sportif de le forcer à porter telle ou telle chose qui a une dimension politique ou qui peut aller à l'encontre de ses valeurs et qui va le mettre lui en porte-à-faux avec un État. Vous imaginez même un footballeur, aussi riche soit-il, Cristiano Ronaldo, face au Qatar, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui retirent le plus de budget ne sont pas les footballeurs, même quand ils sont multimillionnaires. C'est ceux qui organisent le football. Donc pourquoi on demanderait en fait à ceux qui organisent le football de mettre en place des choses contestables et à ceux qui sont au bout de la chaîne de contester ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place? Donc quand je vois ça, je vois que j'assiste quand même à une révolution parce qu'il y a des footballeurs courageux qui prennent des positions, mais concrètement ça apporte quoi? Rien du tout. Rien du tout. La plupart des personnes qui sont en centre de formation, qui espèrent décrocher un contrat,
Elle te dit si demain je dois être sponsorisé par Total et que je dois mettre le Total sur mon front, le tatouer, je le ferai. Ouais. Texto. Le fait de ne pas y participer en tant que sportif, on met quand même les dirigeants en porte-à-faux. Oui et non. Oui et non, parce qu'un sportif, ça se remplace. On l'a vu, on a boycotté même des États qui n'ont pas pu se présenter pour telle ou telle compétition. Ça change rien du tout. En fait, un sportif, c'est comme un ouvrier. Il n'est pas d'accord. Oh, t'es pas d'accord. Ça fait un tollé. Et une presse, qu'elle soit positive ou négative, aujourd'hui, on est dans la culture de l'attention. Tu as retenu l'attention pour une raison positive ou négative. Tu fais de la publicité en fait à cette fédération, à ceux qui sont en conflit. Ah ouais, mais cette fédération, elle existe. Donc moi, si je suis investisseur, ok, ouais, je suis pas trop d'accord avec ce que tu fais, mais je vais investir pour que la prochaine fois que tu fasses mieux. Je vais investir sur toi, même sur du bad buzz. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une culture de personnes qui n'hésitent pas à faire du bad buzz parce qu'on est dans la culture de l'attention. Donc là-dedans, le sportif, ce n'est qu'un pion. Il n'a aucune plus-value. Aucun impact en fait sur des institutions qui elles sont bien rodées. Donc le fait qu'elles ne participent pas ne change vraiment rien du tout. Alors qu'est-ce qui pourra changer la donne? Que plus personne ne vienne à ces compétitions? Non, en fait, c'est à plusieurs niveaux. Un État, des entreprises se comportent à une échelle qui n'est pas la même que la nôtre. On ne va pas casser tout un système, en fait, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. De se dire qu'il y a différentes manières de faire du sport. J'ai pas besoin d'être un super sportif de haut niveau pour contribuer à ce que les règles du sport évoluent. Je peux très bien dire, moi, je vais me former pour pouvoir rejoindre une organisation sportive et y apporter mes idées, mes compétences et ainsi de suite. Ou je peux en créer une. Il faut éduquer les gens, amener les gens à créer leurs organisations ou à rejoindre le monde du sport en intégrant ces organisations et faire bouger les choses à l'intérieur. Moi, je dis toujours qu'un vaccin, ça fonctionne que quand tu l'ingères en interne d'un organisme et pas en externe. Donc, les gens qui râlent, qui revendiquent, aujourd'hui, on voit même les grèves, ça change rien du tout. Tu veux protester, ça fait rien. Ça ne fait rien. On le voit bien là, oui. Alors, là, on parle vraiment de l'avenir de personnes qui vont se retrouver peut-être derrière des camions poubelles 2 années de plus et qui vont mourir peut-être 3 ou 4 ans après avoir arrêté de bosser. Ils se sont manifestés. Maintenant, c'est un peu plus pisse dans les manifestations. Il y a même des chansons de jeunes, là, les gens dansent et tout ça. Il y en a, bon. C'est les riches. Voilà. Et ça apporte quoi? Boycotter les choses, ça ne sert à rien. On l'a bien vu. C'est éduquer les personnes, amener les personnes à rejoindre ces organisations et pour les organisations qui sont bien verrouillées, de créer d'autres organisations en parallèle. Sinon, ça ne marche pas. C'est l'éducation. En fait, c'est réformer notre éducation. Oui, c'est en fait, aujourd'hui, pourquoi vous avez des États qui ne misent pas sur l'éducation, c'est que les résultats ne sont pas immédiats. L'éducation, ça prend du temps. Donc, c'est 2 choses. C'est éduquer, sensibiliser, bien sûr, parce qu'il faut une génération pour changer les choses, et une génération, c'est 20 ans. Minimum une génération. Et en parallèle, il faut du résultat. Et les résultats, ça à court terme, ça a 3 ans, 5 ans. Donc, il faut à la fois éduquer et à la fois entreprendre, créer des groupes qui vont se rejoindre autour d'intérêts communs et qui peuvent faire des contrepoids. Il faut de l'éducation, mais ça prend 20 ans, et entreprendre, créer de la valeur, avoir un contrepoids, créer des clubs de personnes qui vont se rejoindre autour de valeurs communes pour quand il y a des décisions à prendre, ils puissent se faire entendre, voire contre-organiser les choses. Aujourd'hui, il existe des championnats parallèles, c'est un peu comme les Miss France. Il y a Miss France avec Madame avec le chapeau, et puis il y a l'autre championnat Miss France avec... tu peux créer des organisations en parallèle qui ont de l'impact. Par exemple, dans le sport, vous avez des personnes qui parlent UFC dans le MMA, à tel point que les gens pensent que le sport qui s'appelle le MMA, il y en a qui disent il fait de l'UFC. Alors qu'il y a d'autres organisations, l'UFC, c'est l'une des différentes organisations qui existent. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est l'UFC? L'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, c'est une organisation américaine la plus connue, mais c'est pas forcément celle qui paye le mieux les athlètes ou
mais c'est l'organisation américaine numéro 1 en termes de marketing qui est connue dans le monde, qui propose un championnat et on appelle ça limite championnat du monde de l'UFC. C'est même pas un championnat du monde, c'est le championnat de cette organisation-là. Et tellement cette organisation elle est puissante que le championnat du monde de MMA, les gens s'en fichent, ils veulent même pas le faire. Ils veulent faire de l'UFC. D'accord. Ils veulent rentrer à l'UFC. Imaginez la même chose au foot. Imaginez la même chose dans d'autres sports. Ouais, c'est assez dingue, effectivement, le pouvoir de ça. Une croyance que je t'ai pas posée, mais qui est essentielle. Quelles sont les croyances limitantes que tu retrouves le plus dans le milieu du sport et sur le corps, chez les personnes que tu coaches notamment? Alors, vous avez pas mal de personnes qui ont des croyances limitantes. Alors, à différents niveaux. Il y en a pas mal qui pensent qu'il faut faire, par exemple, des régimes Ah, yes. pour pouvoir, en fait, perdre du poids. Très bien. Si tu passes pas le cap de changer de règles comme de passer de je mange pour me nourrir à manger. Non, passer du cap de je mange pour me remplir à je mange pour me nourrir, rien que ça, si cette règle-là, tu la changes pas, tu pourras faire tous les régimes du monde. Ton corps, il est très intelligent. Comme tu l'as brusqué, que tu as été violent avec lui, et ben l'amour, même dans une pomme, il trouvera tout ce qu'il faut pour stocker. L'autre chose, même dans une pomme. Voilà, hop. Le fruit du péché originel. Ensuite, quel autre type de croyance? C'est laquelle j'ai pu être exposé. C'est qu'il faut démarrer à un certain âge pour pouvoir prétendre à être champion. Yes. Non. Et on le voit. En tout cas, moi, je le vois. J'ai commencé à plus de 17 ans. Je suis devenu champion du monde 5 ans après. On trouvera toutes les raisons du monde, mais statistiquement, c'est pas ce qui est le plus répandu. Et de le faire en allant en cours, en bossant, voilà. Quoi d'autre? Si tu veux faire une chose, faut faire que cette chose-là et rien d'autre. Faux. En fait, quand tu as une vision, aujourd'hui, tu dois être multipotentiel. Un bon patron aujourd'hui, donc, si on voit les compétences qu'il doit développer, elles sont juste énormes. Tu dois être bon en marketing, il faut que tu saches vendre, il faut que tu saches faire du réseau, et ainsi de suite. Et qu'au cœur de ça, si tu as un produit, tu puisses le maîtriser. Je plains les personnes qui se disent, il faut que je fasse juste une seule chose. Tu vas passer ta vie à exécuter. Donc ça aussi, c'est une des croyances limitantes aussi que j'ai pu avoir dans le sport. C'est qu'il fallait absolument vivre, dormir, manger, ta discipline, rien d'autre. Ouais. Et donc du coup, tu deviens un outil, une fonction de ce sport. Au lieu que le sport fasse partie de ta vie, ça devient ta vie. Et le jour où tu arrêtes, le jour où ça se finit, t'es fini. Et non. C'est ce qui arrive à de grands champions aussi, qui n'ont juré que par ça, et puis le jour où la carrière s'arrête, qui suis-je? Oui, mais même ton exemple, il est juste génial, parce que vous avez des personnes qui ont même eu des carrières un peu brisées dans l'œuf, se dire, voilà, j'aurais bien aimé faire ça au niveau, et puis hop, le corps n'a pas suivi. Mince, mon corps n'a pas suivi. En fait, tu te rends compte que tu peux te retrouver à faire d'autres choses, tu voyages, par le yoga, tu prends soin de ton corps, en fait, tu peux utiliser le sport pour faire des choses qui vont au-delà même de la discipline. Alors que si tu mets que ce sport au milieu de ta vie, tu es identifié par rapport à celui-ci, le jour où il n'est plus là, tu n'es plus rien. Donc ça, c'est toutes les croyances en fait limitantes qui existent et qu'on retrouve aussi dans le monde professionnel où tu as des personnes, ce ne sont plus des personnes, ce sont des statuts, ce sont des postes, ce sont des intitulés de postes. Des numéros. Des numéros, Voilà. Et à partir d'un moment, elle bug parce que l'être humain, il n'est pas fait pour ça en fait. Ouais. C'est ça, et ce que tu dis me fait penser à la responsabilité qu'on a, nous, sur notre corps. J'écoutais, j'aimais bien le jeu de Tsonga, et donc il a mis fin à sa carrière. Et j'écoutais une interview où il disait en fait, ma tête veut, mais mon corps ne suit pas. Là, je me dis, mais en fait, ton corps, c'est ta tête. C'est-à-dire que moi, au tennis, j'ai eu des problèmes de pied, etc., dus à des malformations du dos. Mais je me suis rendu compte que c'était pas que ça. C'est pas que parce que mon corps il va pas bien et qu'il supporte pas la dose d'entraînement.
En fait, j'ai commencé à me rendre compte que pour moi, c'était un milieu assez toxique, très masculin, très dur, parfois vraiment pas bienveillant sur plein d'aspects, et que c'était pas assez diversifié. Donc en fait, c'était pas juste le corps qui lâchait, c'était mon inconscient qui me disait « j'aimerais bien tester autre chose, parce qu'il n'y a pas que ça ». Et souvent, dans le sport, je vois beaucoup d'athlètes qui disent « ouais, ma tête veut, mais pas mon corps ». Bah en fait, si ton corps veut pas, c'est que ta tête non plus. Bah, en fait, en plus, si on parle de certains athlètes, ils font passer en fait le travail dans leur tête après celui du corps, au lieu de l'harmoniser. Il faut que ce soit un tout qui se rende à un rendez-vous comme celui qu'on a avec le public sur un cours de tennis ou sur un ring de boxe. Donc dès que tu commences à dissocier les choses, quand ça se passe bien dans ta tête, ça se passe bien dans ton corps et vice-versa, on sait maintenant. Donc moi, ce que je peux dire de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience du fait qu'une victoire, elle est globale, elle n'est pas juste... Elle repose sur un ensemble de détails. Et en France, c'est en train d'arriver, c'est en train de venir, la préparation mentale, tout ce qui est aussi... on le voit même dans l'accompagnement même du bien-être. On se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que le fait de soigner les bobos dans la tête par des médicaments qui existent. Aujourd'hui, il y a toute une hygiène de vie qui doit prendre en compte le corps et la tête si on veut une victoire qui se veut globale. Des fois, tu as une performance dans ta discipline et tu la vis comme une défaite parce que les différentes composantes de cette victoire, tu ne les as pas prises en compte. Et oui. Donc voilà. Comment tes victoires et tes défaites dans le sport peuvent influencer ton activité entrepreneuriale ? Ah oui, ça c'est intéressant comme question parce que, pour rappel, moi j'ai voulu entreprendre ma vie en utilisant le sport. C'est-à-dire j'étais pas fan de sport, je suis pas fan de boxe ni quoi que ce soit. Donc les victoires et les défaites que j'ai pu avoir dans le sport, j'ai pu transposer ces notions-là à ma vie entrepreneuriale. Par exemple, je me suis autorisé à être ambitieux dans le sport en voulant être champion du monde en 5 ans. Et je me suis autorisé du coup à être ambitieux dans ma vie entrepreneuriale. Je me suis autorisé aussi à faire bouger les lignes dans ma manière aussi d'entreprendre. C'est-à-dire que je voulais incarner le projet, d'accompagner les gens à révéler leur potentiel en faisant en sorte que moi je puisse le faire en parallèle. C'est pour ça que j'ai entrepris en parallèle de ma carrière d'athlète de haut niveau et en parallèle de mes formations que je suivais et de ma vie professionnelle et de ma vie associative. J'ai fait ça en parallèle. Parce que je voulais faire partie de ceux qui font pendant leur carrière et pas ça sous forme de reconversion, qui vont venir vous voir parler du passé. Là aujourd'hui, je suis super content de pouvoir parler au présent. Donc ces victoires, ces défaites dans le monde du sport, en fait, comme le sport faisait partie de ma vie, c'était juste des victoires et des défaites, et c'était surtout de l'apprentissage. Et surtout, en fait, des ponts qu'il y avait à faire avec les différentes sphères, parce que ma manière de me relever d'une défaite ou de tirer les leçons d'un apprentissage, c'était les mêmes manières et les mêmes notions dont j'avais besoin pour le faire au niveau entrepreneurial. Voilà. On approche à la fin de ce podcast et je pose toujours une question à la fin. Alors, tu l'interprètes comme tu veux, tu définis comme tu veux le terme. Penses-tu que nous sommes des êtres illimités ? Oui, je pense que quand on fait attention à notre potentiel, quand on mise dessus, c'est illimité par rapport à tout ce qu'on peut percevoir de nous au jour J. C'est-à-dire que là, si vous prenez le temps de juste de dire bah, je fais évoluer les choses de 1%, je fais les choses au mieux, je prends une photo à l'instant T et je me revois jour après jour, ne serait-ce qu'un an plus tard, tu risques de te dire mais purée, mais rien à voir quoi en fait, je me suis surpassé, le fameux terme, mais j'ai plus de limite. Donc oui, on a un potentiel qui est vraiment illimité par rapport à nos points de départ et à nos perceptions du moment. En fait, quand tu visualises quelque chose, ça va souvent largement plus loin que ce que tes yeux peuvent voir. C'est pour ça que voir et visualiser, c'est deux choses totalement différentes. Quand tu visualises, tu ressens les choses, alors que quand tu vois, bah, tu les reçois, les choses. Donc, on a un potentiel qui est limité. Oui. C'est beau ce que tu dis. Merci beaucoup, Enoch. De rien, Anaïs. Merci infiniment. C'était super. Ouais, top. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question.
N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire, c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!